C'est maintenant la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le 9 mars, le public a su qu'il y a une enquête de la GRC dans les gens responsables de l'association de la police provinciale de l'Ontario. Juste 6 jours plus tard, le commissaire Hawkins a annoncé qu'il y aurait une suspension des agents. Et nous voici, 15 décembre, le public a nu qu'il y avait une enquête sur la corruption quant à la partielle de Sudbury. Et nous voici 92 jours après et on n'a rien fait. Est-ce que vous avez fait ce qui s'impose et montré de l'intégrité? Vous avez demandé la démission de Mme Pat Saorbara. Réponse de la Première ministre. Bonjour de retour. La situation à Sudbury est très différente. L'enquête à l'Association de la police provinciale de l'Ontario est suite à une plainte interne. L'enquête de Sudbury a eu lieu suite à des allégations de l'opposition. Je ne peux pas faire des commentaires sur l'examen interne de l'Association des polices provinciales de l'Ontario. Les faits qui ont mené à leur décision. Le fait, c'est qu'il y a aussi une enquête sur la situation de Sudbury qui a lieu à l'extérieur de cette Chambre et on va les laisser prendre son cours. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la Première ministre. Avec les agents de la police provinciale qui sont suspendus et sont soit physiquement retirés des bureaux de la police provinciale de l'Ontario, et donc on n'a pas de doute quant à l'intégrité de l'enquête. Madame la Première ministre, depuis 3 mois, vous avez laissé votre chef de cabinet adjointe de détruire des preuves dans l'enquête sur la corruption à Sudbury. Pourquoi vous ne tenez la même barème d'intégrité que la police provinciale de l'Ontario? Réponse de la Première ministre. J'ai dit que je ne peux pas faire de commentaires sur l'enquête interne de l'Association de la police provinciale de l'Ontario, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des questions très différentes. La première, c'est une plainte interne, une enquête interne. La situation à Sudbury, c'est une allégation par un parti de l'opposition. Le fait est qu'il y a une enquête qui a lieu. J'ai été très clair quant à mes gestes. J'ai fait une déclaration publique, j'ai répondu à répétition à des questions. Il y a une enquête, on va travailler avec les autorités, mais à l'extérieur de cette Chambre, en ce qui a trait à l'enquête qui est en cours. Merci. Question complémentaire finale. La commission de l'Association de la police provinciale de l'Ontario ont fait ce qui s'imposait. Ils ont décidé de faire retirer les agents, d'avoir des preuves et laisser la GRC de faire une enquête indépendante appropriée. Et ils veillent à leur système et ils n'ont pas agi en tant que juge et juré. Ils n'ont pas agi au-delà de la loi et ont fait ce qui s'imposait. C'est une norme que les Ontariens s'attendent à ce que vous faites dans votre poste, de faire ce qui est honorable. Qu'est-ce que cela va prendre, Madame la Première ministre, pour que les gens dans votre bureau répondent par rapport aux gestes qu'ils ont faits? Réponse à la Première ministre. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, je prends cette situation très au sérieux. L'enquête est indépendante du gouvernement. La seule déclaration qui a été faite par un organisme, Élections Ontario, a été le suivant. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai cité, mais je vais le faire encore une fois. Et le directeur général des élections a dit il ne m'appartient pas de prendre la décision d'établir la culpabilité ou l'innocence de quiconque. Il revient respectivement au procureur et au juge de prendre de telles décisions. Et ces décisions ne vont pas être prises en chambre et on va laisser le procès prendre son cours et ça va avoir lieu en dehors de cette chambre. Merci. Nouvelle question, le député d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Quand vous étiez ministre des Affaires municipales et du logement, vous avez reçu les états financiers de 2010 de la Société du logement et il y a des problèmes quant au gaz naturel et on aide les gens les plus vulnérables. Les états financiers montrent
qu'on avait investi de l'argent du logement social à une compagnie qui s'appelait HS 467 Limited. HS 497, est-ce que vous savez ce que c'est et où ils sont établis? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, je veux être très clair que je partage la préoccupation de l'honorable député quant aux dépenses où on a une différence d'opinion sur comment répondre à cette question-là. C'était le gouvernement de l'honorable député qui a mis en place la Société des services de logement sans les mécanismes de reddition de comptes. Notre gouvernement a changé les choses et on a pu voir qu'il avait des difficultés en termes de cela. Des questions spécifiques. La Commission des services de logement ont donné l'accord de suivre le régime du Conseil du Trésor et du Conseil des ministres quant aux dépenses et ils vont avoir une tierce partie pour évaluer les choses. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la Première ministre et je ne suis pas surpris que le ministre n'a pas pu répondre à la question. C'était pendant l'époque où vous étiez ministre du Logement et des Affaires municipales. On l'a su et des documents qui étaient disponibles. HS 947 n'est même pas dans ce pays. Ils ont investi de l'argent pour le logement abordable à Manchester, en Angleterre. Il n'y a pas de preuve que le gouvernement a reçu juste un seul dollar. Et HS 947 a eu sa dissolution. C'est une question parce qu'on a fait un prêt, la plupart des prêts dans la même année où on a donné ces prêts sans pouvoir faire le recouvrement. Donc, c'est $1 million de l'argent du logement abordable que vous allez perdre. Est-ce que vous avez demandé à la vérificatrice générale de vérifier où est allé cet argent? Merci. Réponse du ministre. Je pense que les commentaires de l'honorable député appuient ce que j'ai dit. Il y a des changements à la Société des services de logement. Et ce que je peux dire, un de mes philosophes préférés, arrêtez la pendule, c'est assez. C'est assez, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule. Le ministre, mes amis sont d'accord avec ce philosophe qui a dit les besoins de la population en dépassent de la population des petits groupes et d'une seule personne. Cette société a été établie, Monsieur le Président. Interruption du Président. Thank you, Minister. Yeah, just continuing, Mr. Merci. Je vais continuer à la députée de Nepean Carleton. Alors, s'il vous plaît. Interruption du président. Veuillez continuer. On va mettre les efforts ensemble sur une chose que quand le parti opposé était au gouvernement à la veille, nous continuons à maintenir pour avoir les avantages pour toutes les municipalités, y inclut les petites municipalités, comme celle que représente l'honorable député. Merci. Question complémentaire finale. Je reviens à la Première ministre. Votre mesure de redevabilité, soi-disant, ne fonctionne pas. La Société de services de logement, en 2013, a avancé 125 000 $ à une société à but lucratif organisé avec un autre organisme britannique. Et donc, le HCAO a dépensé des milliers de l'argent pour le logement abordable. Et donc, on a de l'argent à ces sociétés à but lucratif. Est-ce que vous pouvez expliquer, et ça c'est comme Orange 2.0, vous pouvez expliquer à 165 familles pourquoi vous ne les aidez pas? Est-ce que vous allez demander à la vérificatrice générale d'enquêter sur tout ça?
Réponse du ministre. Il y a un examen indépendant de tiers parties pour toute la Société des logements, des services de logement et toute la succursale. C'est une mesure prudente et que la Société des services de logement, qui est une société indépendante séparée du gouvernement, a demandé de l'aide au gouvernement. Et nous sommes très contents de le faire. On va continuer avec cette enquête. Et cet examen va nous guider, Monsieur le Président, s'il y a d'autres mesures nécessaires. Merci. Nouvelle question. Le député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre réduit des services suite au scandale des libéraux et l'incompétence. Elle a causé des difficultés à payer la facture. Est-ce qu'elle pense que le moyen de payer pour le gaspillage des libéraux, c'est de fermer des garderies et enlever un demi-milliard de l'éducation et de fermer des écoles de quartier? Réponse de la Première ministre. Je pense que c'est le début de l'attaque des néo-démocrates sur un budget qu'ils n'ont pas encore lu, qu'ils n'ont pas vu. Et le parti pris, c'est ce qu'ils avaient dans leur programme électoral. Le fait est qu'on investit pour des services pour la population, on investit dans les talents des gens, dans l'infrastructure, et en cela, je veux dire les routes, ponts et chaussées, les transports en commun qui sont nécessaires. On fait les investissements nécessaires pour que notre économie puisse avoir de la croissance et de la relance économique. On a investi dans un système de sécurité de revenus à la retraite pour que les gens puissent vivre de façon décente et on crée un climat d'affaires dynamique qui va donner la possibilité aux entreprises privées d'investir dans les services nécessaires et dans la bonne économie de cette province. Merci. Question complémentaire. Est-ce que la Première ministre pense que le financement est pour le gouvernement de congédier des infirmières à Sudbury, à Quinte, Leamington ou Sault-Sainte-Marie? Réponse à la Première ministre. Comme ce n'est pas ce qu'on fait, je ne vais pas accepter la prémisse de la question. On continue à investir des services nécessaires dans toutes ces collectivités. Et on va le faire avec un budget qui sera basé sur l'élimination du déficit d'ici 2017-2018. Et donc, cette fantaisie ou ce mythe que les néo-démocrates soulèvent et qui veulent éparpiller partout, c'est qu'il n'y a pas des investissements, qu'on n'appuie pas les services nécessaires, c'est de la fiction, Monsieur le Président. Le plan qu'on a, c'est le plan qu'on a adopté pendant le dernier budget, qu'on exécute pour appuyer les services et les investissements. Et on va continuer à l'avoir dans le budget à venir. Merci. Question complémentaire finale. Merci. Ce dont nous avons peur, c'est de voir le dernier budget se répéter. Nous avons vu que nous voulons la privatisation d'Hydro One dans les années 1990 et cela a fait augmenter la facture. Et même les libéraux avaient dit que ce n'était pas une bonne idée. Et maintenant, la Première ministre planifie privatiser encore plus d'actifs d'Hydro One. Est-ce que la Première ministre croit vraiment que c'est une solution à un problème qui a été créé il y a 15 ans et qui a été empiré par l'incompétence des libéraux pendant 10 ans? La Première ministre. Je vais être claire ici parce que nous allons en parler encore. Laissez-moi être claire. Je l'ai dit et nous l'avons dit clairement que nous allons investir dans l'infrastructure et dans les transports en public de cette province. Nous nous engageons sur cette voie et nous allons nous assurer que cela se produit. Cela étant dit, nous allons revoir les actifs qui sont possédés par les Ontariens et les mêmes prémices ont été utilisées par le NPD. Maintenant, le troisième parti a dit qu'il ne devrait pas y avoir aucun changement avec le LCBO ou le Beer Store. Ce qu'ils sont en train de dire, Monsieur le Président, c'est qu'il ne faudrait pas investir en infrastructure parce que rien ne devrait jamais changer. Alors, c'est leur position. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député d'Essex.
Pour revenir à la première ministre, l'année dernière, environ à cette période, on a dit qu'on allait amener le projet le plus progressif. Et pourtant, un an plus tard, on met dehors des infirmières, on ferme des écoles et on annonce des projets de privatisation. Et en même temps, les entreprises les plus riches de la province peuvent éviter de payer des impôts. Madame la Première ministre, est-ce que nous pouvons nous attendre à revoir la même situation que l'an dernier avec un budget supposément progressif tout en faisant l'expérience de coupures très importantes? La Première ministre. Monsieur le Président, il y a beaucoup plus d'infirmières en Ontario en ce moment au moment où je suis devenue Première ministre. Et le plan a beaucoup de sens, le plan qui a été utilisé pendant les élections. Intervention du Président. Continuez. C'est le document qui a été utilisé par le troisième parti. Ils ont utilisé les mêmes informations, les mêmes données fiscales. Mais ils ont dit qu'ils allaient trouver 600 millions de dollars supplémentaires. Ils ont dit qu'ils allaient avoir un budget équilibré en 2017-2018, avec beaucoup plus d'espace fiscal que les libéraux. C'était leur plan de trouver 600 millions de dollars de plus. Et cela incluait revoir les actifs de l'Ontario. Complémentaire. Les faits sont les suivants. Des coupures en éducation, des infirmières qui perdent leur emploi. Même chose avec les garderies. Les services publics, même chose. Les entreprises qui font le plus d'argent en Ontario sont celles qui reçoivent des coupures d'impôts. Nous avons vu de la corruption et des scandales de la part des libéraux pendant une décennie. Est-ce que nous pouvons nous attendre à la même chose? La Première ministre. Nous allons continuer à investir en éducation et en soins de santé. Nos budgets augmentent cette année. Ils ne descendent pas. Le député, de l'autre côté, doit lire le budget lorsqu'il sortira et il doit comprendre que les investissements que nous faisons en soins à domicile, en éducation, en opportunités d'emploi pour les jeunes, eh bien, ce sont les choses qui nous amèneront vers l'avenir. Nous allons investir en transport public et en infrastructure. Et ce parti ne croit pas que nous devrions faire cela. Et pourtant, cela fait partie de notre budget. Complémentaire final. L'Ontario ne peut pas faire des coupures pour se rendre à la prospérité. Mais ce qu'on fait ici, c'est couper dans l'éducation, dans les infirmières, dans les garderies. Elle planifie même de privatiser des actifs d'électricité. La Première ministre gouverne à droite. Intervention du Président. La ministre de l'Éducation, à l'ordre, s'il vous plaît. Vous pouvez finir votre question. La Première ministre parle à gauche et gouverne à droite. Est-ce que ce budget signifiera plus de coupures ou est-ce que la Première ministre va s'engager à mettre les gens en premier? La Première ministre. Notre plan fera les investissements nécessaires pour les gens, pour les transports publics, pour aider les gens à se rendre chez eux et à se rendre au travail. Nous allons investir dans les routes et les ponts, dans des comtés et des municipalités partout dans cette province qui en ont besoin. Notre plan est de s'assurer que les jeunes ont l'opportunité d'avoir des expériences de travail pour qu'ils puissent ensuite trouver un emploi. Ils pourront donc avoir un train de vie comme leurs parents et qui leur aideront à prendre soin de leur famille. Le plan que nous avons utilisé, c'est le budget que nous avons déposé l'an dernier et le budget de cette année sera basé sur ce plan de l'an dernier. Nouvelle question. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci. J'ai une question pour le ministre des Transports. Combien de temps
cela prend-il à votre ministère à revoir une suspension de permis pour des raisons médicales? Réponse du ministre. Merci. Merci au député de Kitchener-Conestoga pour sa question. Je suis heureux d'entendre une question venue de l'autre côté sur un problème très important, et non seulement pour lui, mais pour plusieurs députés. Dans plusieurs bureaux de circonscription, on entend parler de cette question. Et je le dis souvent, la sécurité des routes est ma responsabilité la plus importante en tant que ministre des Transports. Et dans mes réponses aux médias, la semaine dernière, j'ai parlé de ceci. Ce que je sais, c'est que notre ministère répond à sa garantie de service public concernant les données médicales reliées à la suspension de permis de conduire en une période de temps responsable pour que les conducteurs puissent retourner sur la route le plus vite possible tout en gardant les routes sécuritaires complémentaires. Vous dites que le ministère répond aux engagements et cela veut dire que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre propre ministère. On parle de 30 jours ouvrables, mais pour plusieurs, cela prend 2 fois plus de temps ou même plus. Chaque député ici peut vous parler des conducteurs frustrés qui attendent une révision de leur dossier médical. David Walsh, un professeur, a dû se rendre à Global News la semaine dernière pour recevoir son permis. Mais qu'est-ce qui se passe avec les dizaines de milliers d'autres personnes qui doivent toujours attendre? Est-ce qu'ils doivent tous se rendre dans les médias pour que vous agissiez? Des milliers de gens attendent une réponse. Est-ce que vous allez vous engager aujourd'hui à répondre à votre délai responsable? Réponse du ministre. Merci. Le député sait que c'est une question très importante. Le ministère des Transports le prend très au sérieux. Il a parlé dans sa deuxième question d'une période de 30 jours ouvrables dans laquelle nous travaillons. Mais ce que le député n'a pas dit, et ce qu'il sait très bien, et je ne peux pas répondre aux circonstances dont il a parlé, aux anecdotes, mais de temps en temps, nous devons demander des documents additionnels, de l'information additionnelle qui nous vient des médecins, et nous devons nous assurer que cette information est correcte. Il y a des milliers d'individus qui doivent passer par ce processus sur une base annuelle, et je suis certain que le député ne voudrait pas que le ministère le fasse mal, parce que nous voulons que nos routes et nos autoroutes demeurent sécuritaires. Nouvelle question, le député de Timmins, James Bay. Ma question est pour la première ministre. Cela fait 3 mois et demi depuis que Pod Sobera et Jerry Lockheed ont été entendus offrir un emploi ou un pot de vin, comme on a dit, à Andrew Olivier. Et après 1 mois d'arrêt, vous avez décidé que vous avez trouvé du temps pour rencontrer la PPO. Et cela est dans 1 mois. Je ne sais pas si tout le monde en Ontario pourrait dire à la PPO « Attendez pendant 2 mois ». Mais ma question est, qu'est-ce que la première ministre a fait pour s'assurer que tous les documents et tous les courriels seront fournis à la PPO? Est-ce que vous avez donné toute votre correspondance et tous vos courriels concernant la situation? La première ministre. Je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière concernant le moment où l'entrevue se déroulera. Et je l'ai dit ici plusieurs fois. L'enquête se déroule à l'extérieur de la législature. Mais nous avons déterminé un moment pour mon entrevue. La PPO et mes avocats ont trouvé une date. Et comme il y a une enquête en cours, la date et l'heure de l'entrevue ne sera pas rendue publique. Et c'est un protocole normal. C'est une date qui a été choisie par la PPO et mes avocats. Et cela sera avant la fin avril. Et nous collaborons pleinement avec l'investigation qui se déroule à l'extérieur de la Chambre. Complémentaire. Madame la Première ministre, si la PPO demande à un citoyen de cette province de les rencontrer concernant une enquête, eh bien, ils ne peuvent pas demander de le faire dans 1 mois. Ils doivent le faire immédiatement. Mais la première ministre a décidé qu'elle devrait recevoir un traitement différent. Et
Nous avons vu avec l'association de la PPO que quand ces agents de police ont été sujets d'une enquête, ils se sont retirés. Alors, pourquoi quelqu'un qui a contrevenu à la loi peut garder son travail? Réponse de la première ministre. Monsieur le Président, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité concernant ma collaboration avec la PPO. On ne peut pas appeler des gens des criminels dans cette Chambre. Je crois que le député de l'autre côté devrait retirer ses propos. C'est mon opinion. J'ai été très claire. Je continue de collaborer avec les autorités. Merci. Le député de Prince Edward Hastings, à l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question de la députée de Cambridge. Merci. Ma question est pour le ministre des Finances. Il y a eu plusieurs rapports dans les médias qui disent que le gouvernement de l'Ontario permettra la vente de bière et de vin dans les supermarchés de l'Ontario. Dans ma circonscription, on m'a contacté concernant ces rapports, mais ça a été un sujet de discussion dans les restaurants, par exemple. Les gens de l'Ontario ont demandé d'avoir plus de choix. À Cambridge, nous avons des brasseurs artisanaux et plusieurs de mes concitoyens m'ont dit qu'ils espéraient que ce genre de brasserie artisanale pourra offrir leurs produits de façon plus importante. Est-ce que le ministre peut confirmer que cela est prévu pour le budget de 2015? Réponse du ministre. Merci beaucoup pour votre question. Premièrement, nous ne pouvons pas encore parler des décisions qui ont été prises concernant la distribution de l'alcool en Ontario. Nous en parlerons dans le budget de 2015. La vente responsable de l'alcool est quelque chose que nous prenons au sérieux. Nous savons que nous devons nous assurer qu'il y a plusieurs produits disponibles, incluant des produits des brasseries artisanales. Les intérêts du public doivent être pris en compte et protégés. De plus, toute discussion sur ce sujet doit s'assurer que nous maximisons la valeur de l'Ontario. Et troisièmement, nous devons nous assurer que cela est fait de façon professionnelle, complémentaire. Merci au ministre. Je sais que les Ontariens auront hâte de voir le budget de 2015. Cependant, j'ai une autre question pour le ministre. On a beaucoup discuté du conseil d'experts sur la vente des actifs du gouvernement, qui a été présidé par Ed Clark. Certaines personnes ont essayé d'empêcher le gouvernement de maximiser la valeur des actifs du gouvernement. Est-ce que le ministre des Finances peut nous parler un peu plus de ce conseil d'experts et de leur travail? Merci. Réponse du ministre. J'apprécie la question. Comme je l'ai dit plus tôt, la première ministre a demandé à M. Clark et au conseil de s'assurer d'être guidés par les trois principes dont je viens de parler. Au lieu de discuter du comment, parlons du pourquoi. Il est important de s'assurer d'optimiser la valeur de ces actifs et d'investir les profits dans l'infrastructure pour s'assurer que les gens ont une meilleure qualité de vie et que nous soyons plus compétitifs en Ontario. Chaque dollar de profit de la vente des actifs se rendra dans un fonds qui sera investi pour les besoins en infrastructure, comme la construction des autoroutes, des ponts et les transports en commun. Encore une fois, nous voulons maximiser la valeur de nos actifs, vos actifs, et les réinvestir d'une façon qui bénéficiera aux Ontariens. Merci. Nouvelle question. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Andrew Moran, l'Ombudsman, a reçu plus de 10 000 plaintes concernant Hydro One. Le nombre le plus important de plaintes qui a été reçu de n'importe quelle organisation. Si ce n'était pas déjà assez difficile de payer des prix exorbitants pour l'électricité, de nouvelles pratiques, une enquête sur les pratiques de facturation de Hydro One a été lancée. On a même menacé des clients de fermer leur électricité pendant l'hiver. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement va
s'excuser pour les actions prédatoires d'Hydro One. Réponse du ministre. La députée a parlé de l'enquête de l'Ombudsman concernant Hydro One. Il a fait une enquête très détaillée et il a reçu plus de 10 000 plaintes. 3 400 de ces plaintes ont été référées à Hydro One et de celles qui ont été référées pour un processus de résolution, 99 % ont été résolues. Concernant la déconnexion de l'électricité, nous allons parler en complémentaire. Mes concitoyens essaient de payer leurs factures. Quelqu'un de mon bureau s'occupe des personnes qui portent des plaintes pour les pratiques de facturation d'Hydro One. L'Ombudsman a dit dans son rapport que son rapport ne sera pas très flatteur. Monsieur le ministre, est-ce que ce problème est trop compliqué pour l'Ombudsman? Réponse du ministre. Il y a plusieurs personnes dans notre communauté qui ont des difficultés avec leurs factures d'électricité. Nous avons eu 2 hivers très difficiles. Hydro One a une politique de ne pas couper l'électricité pendant les mois hivernaux. Et ils ont suivi cette politique. Il y a eu certaines controverses concernant une lettre qui a été envoyée à certaines personnes qui auraient pu se voir déconnectées. Mais Hydro One et l'Ombudsman travaillent de concert pour s'assurer d'avoir une lettre qui est acceptable pour l'Ombudsman. Merci. Nouvelle question. La députée de Nickel Belt. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Speaker, during the last general election, pendant la dernière élection, la première ministre et son ministre a dit qu'on ne couperait pas dans les soins de première ligne ou dans les positions pour les infirmières. En ce moment, les hôpitaux coupent des postes d'infirmières presque chaque jour. La semaine dernière, on a entendu que Sudbury perdrait 42 infirmières. Et l'hôpital pour enfants d'Ottawa en coupe 50. À Cambridge, 22. Ce sont les patients qui paieront le prix de ces coupures dans les postes d'infirmières. Monsieur le ministre, combien d'autres infirmières vont perdre leur emploi et combien de patients vont souffrir avant que les libéraux arrêtent ces coupures? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. La députée d'en face a également été active dans le secteur des soins de santé et elle sait très bien quelles sont les évolutions dans ce domaine. Il y a de nombreux centres de santé qui modifient leurs effectifs sans cesse pour s'adapter aux nouvelles réalités auxquelles ils font face. Certaines personnes sont licenciées, d'autres sont embauchées et c'est un va-et-vient qui a lieu sans cesse et elle le sait très bien pour avoir travaillé dans ce secteur. Et depuis 2003, il y a de plus en plus d'infirmières qui travaillent dans ce secteur. Il y en a 24 000 de plus. Et en 2013, il y a eu 3 500 infirmières de plus dans cette province. Et le pourcentage d'entre elles qui travaillent à plein temps a beaucoup augmenté ces dernières années. Je comprends tout à fait qu'elle essaye de marquer des points sur le plan politique, mais elle connaît très bien la réalité pour avoir travaillé dans ce secteur. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, les patients dans toute cette province payent le prix de la mauvaise politique libérale en matière de soins de santé. On nous a promis qu'il n'y aurait pas de compression, mais il y a en réalité de nombreuses compressions sur le terrain. Et si l'on supprime 50 postes d'infirmières à l'hôpital des enfants malades, eh bien, c'est au détriment des enfants. 75 postes vont être diminués à North Bay et à Sarnia. C'est 39 infirmières qui vont perdre leur emploi. Et à Timmins, il y a 40 postes qui seront supprimés dans ce domaine. Et bien sûr, tous ces postes supprimés signifient moins de soins pour les gens qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire passer ce message au ministre de la Santé pour qu'il arrête de licencier ces infirmières de première ligne? Réponse. Alors, en tant que
que professionnel des soins de santé, je sais que la députée d'en face comprend très bien que les changements qui ont lieu dans les hôpitaux ne signifient pas forcément des licenciements. Pas toujours. Il y a des changements au sein des programmes qui sont proposés, par exemple. Et à l'hôpital des enfants malades, il y a eu un nouveau programme qui a été mis en place pour la gestion de la douleur chronique chez les enfants malades. Il y a un programme similaire qui a été mis en place à Toronto. Et donc, il y a de nombreuses évolutions dans ce domaine et de nombreuses expansions de programmes. Et donc, elle sait très bien qu'à Health Sciences North, il n'y a pas eu de postes d'infirmières qui ont été supprimés. Et donc, il faut absolument voir les chiffres réels. Il y a davantage d'infirmières qui travaillent dans cette province à l'heure actuelle que l'année dernière, 24 000 exactement. Nouvelle question, le député de Sudbury. Merci, c'est une question qui s'adresse au ministre des Transports. Je me suis rendu dans la circonscription où il y a eu ce déraillement ferroviaire désastreux et l'Association des chemins de fer du Canada a dit qu'il y avait eu une augmentation des cargaisons transportées de 160 000 en 2009 au presque double en 2013. Ce sont des biens qui sont très importants pour notre province ainsi que leur transport. Est-ce que le ministre des Transports peut nous donner une mise à jour concernant sa réaction à ce déraillement désastreux? Merci, le ministre des Transports. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis tout à fait heureux d'avoir entendu cette question de la part du député de Sudbury. Je me suis moi-même rendu sur le site de ce déraillement et je dois dire qu'il faut absolument mettre l'accent sur le fait que la sécurité des transports est l'une des priorités principales de notre gouvernement. Et c'est pourquoi j'ai voulu m'entretenir avec mon monologue au niveau fédéral, ainsi qu'avec les responsables communautaires au sein de la collectivité qui avait été victime de ce déraillement. Et j'ai également parlé avec mon homologue québécois et nous sommes tous les deux d'accord pour dire qu'il faut tout faire pour qu'une catastrophe similaire ne se reproduise pas à l'avenir. Et il faut vraiment absolument assurer une sécurité accrue des chemins de fer dans toutes les provinces du Canada. Il faut en faire plus pour protéger nos collectivités. Merci. Complémentaire, merci au ministre de nous avoir fourni une mise à jour à ce sujet. Et je suis vraiment très heureux d'entendre que le gouvernement travaille en collaboration étroite avec le gouvernement québécois en réaction à ce problème grave. Nous savons tous qu'il y a eu de nombreuses conséquences très graves de ce déraillement, même si personne, heureusement, n'a été blessé. Mais il y a des conséquences bien réelles pour les collectivités environnantes. Au Québec, il y a eu le désastre du lac Mégantic, la catastrophe du lac Mégantic, qui a malheureusement coûté la vie à 47 personnes innocentes. Et notre gouvernement et celui du Québec doivent travailler ensemble pour s'assurer que ce genre d'incident désastreux ne se reproduise pas. Monsieur le ministre, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner une mise à jour sur la réaction du gouvernement fédéral à cet égard? Merci beaucoup pour cette question importante. Comme je l'ai dit, le ministre des Transports du Québec et moi avons écrit une lettre conjointe adressée au gouvernement fédéral afin de lui demander de réagir de manière plus rapide à cette tragédie et à ses conséquences, et afin de rendre les normes plus sévères en matière de transport ferroviaire pour s'assurer que ceci ne se reproduise pas. Et en fait, il y a une étude qui a été réalisée suite à la catastrophe de lac Mégantic qui a révélé qu'aucun changement n'avait été apporté en la matière à la suite de cette catastrophe. Donc, il est vraiment urgent qu'au niveau fédéral, un travail soit fait en la matière. Nous avons demandé à ce que le gouvernement fédéral me rencontre, moi et mon homologue québécois, afin de discuter des mesures à prendre en réaction à cette catastrophe récente. Et nous espérons vraiment que le gouvernement fédéral collaborera avec nous. Merci. Nouvelle question. Le député de Prince Edward Hastings. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux panaméricains et paraaméricains. À la mi-février, vous avez annoncé qu'à peu près un quart des 1,2 million de billets que vous souhaitiez vendre avaient été vendus. Et cela fait
maintenant depuis le 9 mars que les ventes de billets ont été arrêtées, et ce jusqu'à la mi-avril, alors que vous êtes à 900 000 billets de votre objectif annoncé. Comment allez-vous faire pour permettre aux gens d'acheter ces billets? Je ne comprends pas trop. Bon, je sais que votre parti n'est pas très bon en technologie, vous n'êtes pas vraiment expert en technologie lorsqu'on voit le scandale de la cybersanté et du système SAGAS. Comment allez-vous faire pour vous assurer que ces 900 000 billets soient écoulés? Le ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains. J'aimerais remercier le député pour cette question. Nous avons pu vendre 350 000 billets pour ces Jeux jusqu'à présent. Nous sommes très, très fiers de ce chiffre. Et la raison pour laquelle nous avons arrêté la vente de ces billets pendant une période brève, c'est pour nous assurer que les Jeux parapanaméricains fassent également l'objet d'autant d'attention, parce que c'est la première fois dans l'histoire de ces Jeux que les Jeux parapanaméricains seront retransmis dans leur intégralité. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il y aura des médailles appropriées de fabriquer. C'est la première fois qu'il y a une infrastructure adaptée à leurs besoins. Et je pense vraiment qu'il faut leur consacrer toute l'attention qu'ils méritent à ces athlètes parapanaméricains. Merci beaucoup. Complémentaire, c'est vraiment ridicule ce qu'on nous dit ici. C'est incroyable. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre en place deux systèmes informatiques distincts. C'est la seule chose à faire. Merci. À l'ordre. À l'ordre. Merci. Terminez, s'il vous plaît. C'est tout à fait ridicule. Donc, j'aimerais, Monsieur le ministre, vous dire qu'il y a eu un rapport de Pricewaterhouse qui a été donc publié à l'attention de votre gouvernement récemment. Et je peux vous dire qu'il y avait donc une étude sur la probabilité de certains problèmes qui pourraient survenir. Et ce qui a été déterminé, c'est que le danger principal, c'était que l'on ne vende pas assez de billets pour ces Jeux. Et en dépit de cela, vous avez arrêté la vente des billets dans cette période que je viens de mentionner. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait cela. Pourquoi ne permettez-vous pas aux Ontariens d'acheter des tickets, des billets pour ces Jeux? Merci, Monsieur le Président. 350 000 billets, c'est un chiffre impressionnant, n'est-ce pas? C'est le dernier chiffre dont j'ai été mis au courant. Et c'est la première fois dans notre histoire que nous avons autant de volontaires, de bénévoles qui veulent prendre part à ces Jeux. 60 000 exactement. 60 000, c'est un chiffre record. Nous sommes tout à fait fiers de nos ventes de billets. Et nous sommes tout à fait persuadés que ce va être les Jeux les plus couronnés de succès qui aient jamais eu lieu au Canada. Merci. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Alors, le secteur de l'éducation est très important, bien entendu, et en dépit de cela, nous avons un gouvernement qui souhaite procéder à des compressions très importantes dans ce domaine. Il y a eu un plan qui a été révélé selon lequel 500 000 emplois seraient supprimés dans le secteur scolaire. De plus, il y aura de nombreuses écoles qui vont être fermées. Il va également y avoir de nombreuses garderies qui vont être fermées dans toute la ville. Alors, comment est-ce que la ministre peut justifier un tel plan de fermeture d'écoles et de réduction de financement public, et ce au détriment des élèves? Merci, la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il faut vraiment que je parle de la base de votre question, de l'idée même qui la sous-tend, parce que cette idée que vous insinuez, que nous sommes en train de diminuer le financement au secteur scolaire, est tout à fait ridicule. Au contraire, nous avons augmenté ce financement de 56,5 % depuis 2003, alors même que les inscriptions étaient en baisse.
Et je peux vous dire que nous sommes en train d'augmenter le financement par élève. C'est un financement qui a augmenté de manière régulière de plus de 4 000 $ par élève chaque année pour chaque élève de cette province. Donc cette idée qui sous-tend cette question est tout à fait ridicule. Et c'est la même chose pour les services de garderie. Le financement des services de garderie a également augmenté de manière importante. Et il y a davantage de places en garderie. Merci. Complémentaire. Merci. La réalité est que la ministre a publié des documents demandant au conseil scolaire de se préparer à des compressions très importantes à l'avenir. 500 000 emplois vont être supprimés. C'est ce dont ils ont été prévenus. Et donc, vraiment, c'est incroyable. Et le Centre canadien pour les alternatives en matière de politique a dit de ces chiffres des écoles soi-disant vides que c'était des chiffres fictifs qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Et donc, les libéraux sont mauvais en mathématiques, malheureusement, mais ils demandent quand même aux familles ontariennes de payer la note. Est-ce que la ministre va enfin arrêter d'utiliser ces chiffres qui sont complètement faux pour justifier ces compressions dans le secteur scolaire? Merci. Ça a été très intéressant de voir ce que Margaret Wilson a dit à ce sujet. Elle a dit qu'il y avait de nombreuses écoles à Toronto qui étaient sous-utilisées au niveau de leurs locaux. Donc nous avons de nombreuses écoles qui ont été sous-utilisées depuis des années, où il y a 70 élèves alors que leur capacité est de 500 par exemple, ou 300 élèves alors que leur capacité est de 1000 élèves. Donc il faut absolument que les programmes qui sont offerts à ces enfants soient adaptés à leurs besoins. Et le conseil scolaire de district de Toronto s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses écoles qui devraient normalement être rénovées et qui ne l'étaient pas. Et pourquoi est-ce qu'on est en retard sur ces rénovations? Parce qu'on dépense trop d'argent à maintenir en état des locaux qui ne sont pas nécessaires. Donc nous voulons nous concentrer sur le financement de locaux qui sont nécessaires et utilisés, et ce pour les biens des enfants. Merci. Le député de Trinity-Spadina pour une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation également. Je suis heureux de me lever ici, dans cette Chambre, pour parler d'une question qui préoccupe grandement mes commettants, surtout les élèves, les éducateurs et les parents tels que moi. Il s'agit du conseil scolaire de district de Toronto. Il s'agit donc d'un conseil scolaire de district qui est l'un des plus importants du Canada, qui représente 46 000 élèves, qui fréquentent près de 600 écoles. C'est un conseil scolaire très important qui bénéficie de la confiance du public. Mais bien sûr, le public et les parents sont très inquiets des événements récents qui ont eu lieu au sein de ce conseil. Est-ce que vous pourriez nous donner une mise à jour sur la réaction du gouvernement à ce sujet? Merci, la ministre. Merci, Monsieur le Président. Le député de derrière moi a raison. La confiance du public est quelque chose de tout à fait important. Et donc, j'ai demandé il n'y a pas très longtemps à une de mes conseillères de se pencher sur la situation de ce conseil scolaire et les résultats qu'elle m'a rapportés étaient tout à fait inquiétants et c'est pourquoi j'ai proposé qu'il y ait 13 recommandations qui soient faites à ce conseil scolaire de district et elles l'ont été. Et je suis très heureuse de voir que le conseil de district s'est conformé à la plupart d'entre elles. Il s'agit par exemple du rôle des conseillers scolaires ou bien des rôles de plaques tournantes dans la collectivité. Il y avait également la recommandation de mettre en place un comité consultatif qui consulte les collectivités concernées. Et j'ai donc annoncé récemment la nomination d'un tel comité consultatif. Merci à la ministre de sa réponse. Je pense que mes commettants seront très heureux d'entendre que les problèmes auxquels fait face ce Conseil ne seront pas au détriment des élèves. Nous voulons encore et toujours qu'ils atteignent leur plein potentiel. C'est notre rôle à tous.
Et je suis très encouragée de voir que le Conseil scolaire du district de Toronto s'était conformé à un nombre des recommandations qui lui avaient été faites. Je pense que c'est également encourageant de voir qu'un tel comité consultatif va être mis en place. Est-ce que vous pourriez nous donner davantage de renseignements concernant ce comité consultatif et son rôle? Merci. C'est un comité consultatif de 7 membres. Barbara Hall sera à sa tête. C'est une femme qui était la commissaire aux droits de la personne de l'Ontario. Elle a une grande expérience en tant qu'avocate également et que femme politique au niveau municipal. Elle est donc une très bonne médiatrice. Et ce sera un comité consultatif qui va consulter les communautés représentées par le Conseil scolaire du district de Toronto. Il y aura également des recommandations qui seront faites par ce conseil consultatif concernant la culture du Conseil scolaire du district de Toronto, où apparemment il règne une culture de la peur, tel qu'il a été dit à de nombreuses reprises. Il y aura de nombreuses consultations avec les parties prenantes du secteur, les directeurs d'école, les représentants syndicaux, le personnel, les parents, etc. Il y aura un rapport qui sera rendu public cet été. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Alors, on entend parler de beaucoup de compression dans ce secteur. Et donc, j'aimerais vraiment savoir quelles sont les mesures qui sont prises pour s'assurer que les zones rurales qui ont besoin de médecins soient donc prises en compte et que l'on leur envoie des médecins en conséquence. Quelles sont les règles en la matière? Merci. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. J'espère que dans la complémentaire du député d'en face, il y aura davantage de détails. Ce sera une question un peu plus spécifique parce qu'il sait très bien que les médecins ont l'autorisation d'exercer où ils veulent dans cette province. Donc, ce n'est pas mon rôle de leur dire où aller exercer. Je ne peux pas les restreindre à une certaine zone géographique. Mais ce dont il parle, je pense, c'est une catégorie spécifique de médecins qui travaillent dans le cadre d'équipes de santé familiale. Et je pense qu'on aura plus de détails dans la complémentaire. Mais nous avons pu mettre en place certains changements modestes pour nous assurer que donc, les médecins et ces équipes de santé familiale soient mises en place dans les zones qui ont le plus besoin de médecins. Il nous faut davantage de ces équipes. Il y en a 4 000 dans le nord de l'Ontario en ce moment. Il y en a 60 dans les zones rurales. Il nous en faut davantage. Merci. Complémentaire. Le gouvernement et le ministre est bien conscient que la plupart des médecins sont d'ores et déjà dans de telles équipes de santé familiale. Ils travaillent. Donc, il y a des contrats avec les médecins actuels. Il y a de nombreux jeunes diplômés qui décident de devenir spécialistes plutôt que médecins de famille. Et étant donné que la population actuelle de médecins prend sa retraite, cela pourrait causer un problème de pénurie en matière de médecins. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails en la matière? Le ministre, la réponse à cette question, c'est qu'il y aura plus de médecins de famille et plus de médecins spécialistes qui auront une pratique dans cette province. En fait, depuis 2003, il y a maintenant 5 000 médecins de plus en Ontario. Étant donné les investissements que nous avons faits, les médecins de famille ont augmenté de 20 %, les spécialistes de 26 %. Donc, nous avons investi grandement afin de continuer à attirer les médecins, mais aussi et je crois que le député de l'autre côté sera d'accord, que nous avons essayé d'inciter les gens à s'établir, les médecins à s'établir dans les régions où on en a besoin. 93 % les soins sont remis de base sont remis par 93 % de ces médecins et c'est important qu'ils soient entre autres établis dans le Nord. Nous devons nous assurer que nous ayons un bon niveau de service dans ces parties de la province. Merci. Nouvelle question. La députée de Nickel Belt. Monsieur le Président, ma question pour le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. As we all know, Speaker, on March... Commencé le 7 mars, il y a eu le déraillement d'un train près de Gogama. L'effet sur la communauté, sur l'environnement, a été important et dévastateur. Monsieur le Président,
À travers l'Ontario, la population veut que son gouvernement fasse en sorte que les entreprises qui font le transport de matières dangereuses reçoivent un message important. Est-ce que le ministre va envoyer ce message à ces entreprises afin qu'ils sachent qu'ils sont responsables de tous les déversements, que ce soit présentement ou à l'avenir? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux que nous recevions enfin une question de la députée. Ça fait des semaines qu'elle aurait dû être posée. Nous avons informé les députés de l'autre côté et notre autorité doit être appliquée dans cette situation. Le personnel était sur le terrain dès la première journée. Le CN paiera pour tous les coûts. Comme vous le savez, étant donné que vous avez reçu l'information, nous révisons nos actions, les actions légales qui peuvent être mises en place. Nous travaillons aussi avec Québec et le ministère des Transports afin de demander au gouvernement fédéral d'augmenter, d'améliorer les normes et les pratiques pour éviter ces événements complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que le déraillement du train du CN a changé Gogama, et ce, à jamais. J'ai parlé à des douzaines de familles de Gogama et des Premières Nations de Matagami, et elles s'inquiètent grandement. Elles s'inquiètent de leur avenir, en particulier s'ils dépendent des richesses naturelles pour gagner leur vie. Est-ce que le ministre utilisera le pouvoir qu'il a sous la loi de protection de l'environnement afin d'aider plutôt les personnes de Gogama ainsi que les Premières Nations pour qu'il y ait une poursuite faite contre CN et le propriétaire du pétrole déversé? Le ministère. Je remercie la députée et étant donné qu'elle a reçu de l'information, elle sait que ce programme est déjà en cours. Nous avons contacté les autorités légales. Nous demandons aussi au gouvernement fédéral d'élever ces normes. Ça inclut les gens dans l'industrie du tourisme, de la pêche, qui sont des secteurs très importants. Je m'inquiète si cet accident s'était produit à 2 kilomètres de l'endroit où il s'est produit, ça aurait été directement dans la communauté de Gogama. Nous avons soulevé la question depuis très longtemps avec nos collègues de Québec auprès du gouvernement fédéral afin qu'il y ait de nouvelles normes mises en place pour protéger la population. Il y a eu la tragédie du lac Mégantic qui était une tragédie horrible, ainsi que 2 accidents en Illinois. C'est donc une priorité pour nous d'avoir une sécurité ferroviaire. Mais il faut avoir la complicité du gouvernement fédéral. Nouvelle question. Le député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aussi au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Je suis très heureux d'entendre les députés de l'autre côté poser des questions qui sont importantes pour leurs commettants et sur des questions qui sont importantes à cette Chambre. Et dans cette ligne de questions, en tant qu'adjoint parlementaire au ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales, je voudrais poser une question concernant le Sun-Times d'Owen Sound. On a posé des questions sur cette communauté et Owen Sound voudrait qu'on aide à payer les coûts qui continuent d'augmenter étant donné les bris de conduite d'eau. Il y a eu plus de conduites d'eau qui ont été complètement gelées dans la région de Beaches East York qu'ailleurs en Ontario, à Toronto. Et, Monsieur le Président, le député de Bruce Gray Owen Sound n'a pas posé la question, donc je vais la poser au ministre aujourd'hui. Intervention du Président. Je voudrais être le Président. Je ne suis pas impressionné des gens qui donnent des leçons aux gens dans cette Chambre. Ce n'est pas approprié et ce ne sera pas accepté. Le ministre. Monsieur le Président, c'est une question importante. On fait face à des niveaux sans précédent d'impact sur l'infrastructure. Si on regarde à Burlington et l'une de nos nouvelles communautés
à un nouveau système qui a été mis en place par le ministère de l'Infrastructure. Et nous avons beaucoup d'inondations maintenant. Les communautés telles que Bancroft font face à des alertes d'inondations que nous n'avons jamais vues à Owen Sound. C'est pourquoi le gouvernement met de l'avant cette question. Monsieur le Président, alors que ce genre de communauté, que ce soit à Bancroft ou Owen Sound, les députés de l'autre côté qui prétendent s'inquiéter de ce qui se passe dans leur communauté auraient dû poser cette question. Je suis heureux que le député de Beaches East York pose cette question parce que c'est une question qui est très importante. Et j'assure aux députés de l'autre côté que nous allons travailler avec lui pour régler la situation. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse à la Chambre. Je ne voulais pas envoyer de pointe à personne. Le maire Ian Brody ainsi que son conseil aimeraient avoir l'aide de la province afin de couvrir les frais d'1 million de dollars concernant les conduites qui ont gelé cet hiver. Est-ce que le ministre aidera la municipalité de Owen Sound pour couvrir ces frais? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Beaches East York d'avoir saisi l'occasion de soulever cette question. Nous avons eu un hiver plutôt froid. Je me suis inquiétée de conduites d'eau qui ont brisé à travers la province, étant donné le gel. Beaucoup de villes doivent planifier leur infrastructure de façon responsable. Monsieur le Président, malgré tout, je m'engage à faire une tournée de la province et de visiter le plus de conseils municipaux. En fait, cet après-midi, j'aurai ma 115e rencontre avec un maire et conseil afin d'écouter leurs inquiétudes et de ramener ces inquiétudes auprès de mes députés ici. Rappel au règlement, député de Bruce Grey, Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais seulement suggérer que je ne suis pas satisfait avec cette question. Intervention du Président. Lorsque je prends la parole, vous vous asseyez. Je vais laisser cela. Ce n'était pas ici une course vers le haut. Il y a eu beaucoup d'indignation et on a toujours beaucoup d'indignation lorsqu'on n'essaie pas d'élever le débat. Député d'Ottawa-Sud, je n'étais pas ici lorsque j'ai présenté le page Joe Fash. J'ai oublié de présenter son père. Député de Timmins Bay James, rappel au règlement. J'ai dit qu'elle avait enfreint la loi, mais je dois dire qu'il y avait une allégation d'infraction à la loi. Je veux corriger mon compte-rendu. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes ajournés en pause jusqu'à 13 heures.